Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur notre émission quotidienne. C'est facile, voilà comment ça marche. Donc, ce soir, nous allons parler du Covid-19 et de son impact sur l'emploi, spécialement l'emploi des jeunes. Comme vous le savez, je pense que vous avez entendu énormément parler de ça. La plupart des spécialistes, des économistes, commençant par le FMI, la Banque mondiale, les cabinets de consultants, toutes les grandes banques de la place et du monde entier prédisent une hécatombe sur le plan économique. Donc, le Covid n'est pas simplement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Et nous sommes aujourd'hui en plein dedans dans cette crise économique. Et quand on est dans une crise économique, il va falloir réfléchir tous ensemble. Vous trouvez les voies, vous avez les moyens de s'en sortir tous ensemble. Les gouvernements africains ont lancé plusieurs initiatives qui sont des initiatives de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises qui sont gérées majoritairement par les jeunes et par les femmes. Les micro, les petites et les moyennes entreprises, il y en a 94 millions en Afrique. Les 94 millions de micro, petites et moyennes entreprises emploient entre 300 et 360 millions de personnes. Ceci, c'est à peu près 4 fois plus que les gouvernements en Afrique et les grandes entreprises réunies. Les gouvernements et toutes les fonctions publiques africaines réunies emploient à peu près 60 millions de personnes sur le continent et les grandes multinationales emploient environ 66 millions de personnes sur le continent. Ça veut dire que la réalité que nous connaissons, nous sommes tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, dépendants et dépendantes des micro, petites et moyennes entreprises. Alors, face au Covid, que doit-on faire pour les aider, pour qu'elles puissent continuer par travailler, créer de la valeur, créer des emplois, faire en sorte que cette crise économique dans laquelle nous vivons de plein pied en ce moment ne soit pas fatale à notre continent, ne soit pas fatale à nos pays. Eh bien, pour parler de ça ce soir, j'ai avec moi Nabou Fall, qui est cofondatrice, qui est directrice exécutive de Viséo et cofondatrice de Impact Hub Abidjan. Elle est ivoirienne, elle est coach certifiée, elle est formatrice et conférencière. Bonsoir Nabou. Bonsoir Amine, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons aussi avec nous, pour en parler ce soir, Abdesalam Safi, qui est cofondateur de Wenaglab et qui est en même temps son directeur exécutif. Abdesalam, bonsoir. Abdesalam, remets le micro. Bonsoir Amine, merci une fois de plus pour l'invitation et c'est un plaisir de partager cette soirée avec vous. Abdesalam, remets le micro. On a remis le micro. Ça donne? Alors, est-ce que ça donne? Nous avons... Test micro, c'est bon? Là, le micro est remis. Parfait. Voilà. Bonsoir à tous. Et nous avons aussi avec nous M. Mbogo Ngabo Seli, ancien ministre des Finances, ancien ministre de, je pense, de l'urbanisme au Tchad, qui est haut fonctionnaire à la Banque des États de l'Afrique centrale. Bonsoir, M. Seli. Bonsoir Amine, bonsoir Nabou, bonsoir Abdesalam, content de me retrouver avec vous ce soir. Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent en direct. Très bien. Alors, nous allons commencer. Et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions en direct à nos panélistes, Seli, Nabou et Abdesalam. Donc, ils sont tous des experts qualifiés dans le domaine de l'économie et aussi dans le domaine du fonctionnement des entreprises, et plus spécialement les micros, les petites et les moyennes entreprises. Je vais commencer directement par Nabou. Nabou, la plupart des gouvernements africains ont pris des initiatives extrêmement fortes. Ces gouvernements ont créé des fonds de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises au niveau de leur pays. Certains participent même à des efforts au niveau continental. Nabou, quels sont les impacts après 3 mois de Covid, les entreprises, les grosses entreprises qui disparaissent, beaucoup de petites et des micro-entreprises qui ont aussi du mal. Quel est vraiment l'impact
de ces initiatives gouvernementales au niveau de nos pays. Nabou? Bonsoir, merci encore Amine pour la parole. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que le premier challenge, c'est d'abord que ces initiatives soient connues par les cibles auxquelles ces initiatives sont destinées. Donc, il y a un problème de transfert d'informations, de circulation d'informations qui est extrêmement important. Donc, tout le monde n'a pas l'information et tout le monde ne sait pas où aller. Donc, c'est le premier challenge qu'on a. Le deuxième challenge qu'on a, c'est que nos économies sont à majorité informelles. Et en Côte d'Ivoire, il y a un fonds qui a été mis en œuvre pour les sociétés informelles qui sont en majorité, qui en majorité appartiennent aux femmes. Et on a remarqué qu'il y a quand même au moins 20%, selon l'UN Women, une étude de UN Women, 20% de ces entreprises qui sont fermées. Donc, ces personnes qui sont dans l'informel, si elles ne sont pas encadrées par des groupements associatifs qui les regroupent et qui ont des structures qui leur permettent de comprendre ce genre d'accompagnement, le genre de documents qu'il faut fournir, le genre d'informations à fournir, il leur est très difficile de pouvoir y accéder. La troisième problématique, c'est est-ce que ce qui intéresse réellement les entrepreneurs aujourd'hui, ce sont les mesures fiscales? On nous dit, bon, on retarde les échéances, mais le retarder les échéances, est-ce que ça suffit comme mesure pour pouvoir mettre la tête hors de l'eau? Parce qu'on dit que les gouvernements font de grandes déclarations, il y a des accompagnements qui existent, mais en même temps, on continue à recevoir des déclarations, des documents qui disent à nos entrepreneurs, vous devez payer vos taxes à telle échéance, à telle échéance. Donc, il y a quand même c'est un peu l'œuf et la poule. C'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on accompagne réellement ces entrepreneurs? Est-ce que la fiscalité, on ne doit pas l'alléger, trouver des solutions à ce niveau-là? Et est-ce qu'on ne doit pas aussi faire des campagnes d'information massives ou au moins des campagnes avec des gens, des associations impliquées, des associations qui sont sur le terrain de façon à réellement sensibiliser les TPE et les PME. Nous, on essaie de le faire au niveau de l'incubateur, à notre niveau, mais ça ne suffit pas. Alors, Nabou, on l'a perdu. Allô, Nabou? Non, moi, je suis là. Je suis là. OK, parfait. Alors, donc, vous essayez de faire vraiment beaucoup de choses au niveau de votre incubateur pour continuer par soutenir les PME. Ça me permet donc de rebondir directement sur Abdesalam Safi, qui gère aussi un incubateur au niveau du Tchad. Abdesalam, que dirais-tu de l'impact en fait de ces initiatives du gouvernement en faveur des micro, petites et moyennes entreprises? Est-ce que cette initiative a eu un effet positif? Et si oui, quel est l'effet et quelles sont les difficultés rencontrées? Abdesalam? Alors, Abdesalam, mets ton micro, s'il te plaît. Ok, c'est bon, je crois. Très bonsoir tout le monde. Est-ce que vous me recevez très bien? Oui, oui, on t'entend très bien. Donc, je disais que depuis l'avènement de Covid-19, donc ici au Tchad, au niveau du gouvernement, il y avait donc un fonds qui a été mis en place, qui a été annoncé par le président de la République, un fonds de 30 milliards, je crois, à l'endroit des jeunes, pour soutenir donc en tout cas les activités des jeunes. Mais concrètement, en fait, l'impact de ces fonds sur la vie socio-économique ou sur les initiatives des jeunes, ça s'est manifesté par quelques chèques donc, qui sont été remis par le ministère de la Jeunesse à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont identifiés. Mais nous, à notre niveau, donc les entrepreneurs avec qui on collabore directement, il faut les préciser, n'ont pas d'une manière ou d'une autre bénéficié directement de ces fonds. Donc, les initiatives sont à saluer, mais après, il faut aussi voir exactement l'impact. Donc, nous, en tant qu'incubateur, ce qu'on attend en fait, c'est de travailler un peu avec ces entrepreneurs-là pour identifier un peu plus leurs problèmes. Et ces fonds qui ont été mis en place par le gouvernement, si ça a été encadré, et je dirais par les incubateurs, ça aurait en tout cas un impact beaucoup plus positif par rapport à quand c'est juste par appel à projet ou quand les processus de sélection ne sont pas encadrés. Donc nous, on connaît mieux les entrepreneurs, on connaît mieux leurs problèmes, on sait ce qu'ils veulent exactement.
Parce qu'il faut les préciser, en fait, c'est que les entrepreneurs, c'est pas seulement, souvent, c'est pas juste donner les fonds qui est nécessaire, en fait. D'accord? Donc, comme Nabou le disait, il y a d'autres mesures, par exemple, sur lesquelles on peut discuter, par exemple la fiscalité, d'autres mesures aussi d'accompagnement de ces entrepreneurs-là, qui sont aussi nécessaires pour permettre à ces entrepreneurs de relancer ou de maintenir leurs activités. Alors, Abdesalam, si j'ai bien compris, donc, il faut peut-être davantage de consultations. C'est ce que tu veux dire? Il faut davantage de consultations, mais il faut aussi beaucoup plus une implication des entrepreneurs, des incubateurs. Parce que si je prends par exemple le Tchad, les incubateurs comme Winak Labs, la maison de la petite entreprise, les autres incubateurs avec qui nous travaillons beaucoup avec des entrepreneurs. Et le fait que ces incubateurs soient impliqués dans le processus, que ce soit d'octroi même des fonds ou des sélections des entrepreneurs qui vont bénéficier de ces fonds, en fait, donnera beaucoup plus d'impact que quand ce n'est pas encadré par les incubateurs. D'accord. Alors, merci beaucoup, Abdesalam. Nous passons directement à Célie. Célie qui a été ministre des Finances, qui a été aussi ministre de l'Urbanisme. En tant que ministre de Finances, Célie, vous avez énormément travaillé avec les entreprises de toutes les tailles. Qu'auriez-vous fait en tant que... quel genre de conseils vous aurez pu donner à tous les gouvernements africains? Je ne parle pas que du gouvernement tchadien. En tant que spécialiste aussi de l'économie, spécialiste de la finance, quel genre de conseils vous aurez pu leur donner en ce moment, dans cette période extrêmement difficile? Merci Amine, merci une fois de plus pour cette émission, ce webinaire qui nous donne donc l'opportunité d'échanger sur des sujets, je dirais d'actualité, mais des sujets qui intéressent non seulement les jeunes tchadiens, mais toute la jeunesse du continent. Pour répondre à ta question, je dirais que chaque pays a un peu sa spécificité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers les mesures qui sont prises ici et là pour encadrer justement les actions qui sont prises dans le cadre d'abord de la lutte contre le Covid, mais surtout aussi pour pouvoir, je dirais, juguler un peu les effets de la crise. Parce que pour le moment, on est en une, je dirais, d'incertitude. Ça se constate un peu dans la plupart des pays. Le nombre de cas reste encore assez élevé dans beaucoup de pays. On craint que la maladie n'atteigne des pics dans quelques semaines ici et là. Donc, je crois que l'urgence était d'abord donc à la riposte sanitaire. Je pense que c'est cette action-là qui a été engagée dans plusieurs pays. Permets-moi de rebondir sur les interventions de Nabou et de Abdesalam que j'apprécie. Juste pour dire, à la suite donc de ce que Abdesalam a dit concernant le Tchad, qu'effectivement, une initiative a été prise. Je crois que c'est l'adoption par l'Assemblée nationale d'un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Mais je crois savoir que, en plus donc de la loi qui a été déjà votée et qui décrit très, très bien le mécanisme par lequel les ressources de ce fonds-là seront mises à la disposition des jeunes, je crois qu'il reste encore sur le plan, en tout cas des textes, à mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettront, je l'espère, aux incubateurs tels que Winak Labs de pouvoir apporter également leur petite pierre à l'édifice. Parce que dans le dispositif tel qu'il est mis aujourd'hui, il est principalement mis en avant d'abord les banques qui justement doivent analyser à travers leur comité de crédit les différentes aides à apporter aux entreprises, notamment aux jeunes entrepreneurs. Mais il est clair, je crois, que les incubateurs, les startups tels que Winak Labs, telles que celle de Nabou, doivent être aujourd'hui aux côtés des jeunes pour exercer ce que j'appelle une sorte de mentorat. Parce que être entrepreneur, je crains que ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. Et il y a également, je dirais, un certain nombre de compétences et d'aptitudes qui manquent souvent aux jeunes pour pouvoir leur faire bénéficier donc de ces ressources-là. Donc, il sera important, le moment venu, que Winak Labs, au lieu d'attendre que l'État ne le sollicite éventuellement, puisse se positionner comme une sorte de conseil pour pouvoir aider justement tous les jeunes entrepreneurs qui voudraient donc postuler aux ressources de ce fonds-là. Alors, j'ai une question en fait. Là, vous venez de dire que les entreprises
comme les incubateurs, doivent pouvoir faire une espèce de mentorat pour soutenir les jeunes. Mais à quoi devrait ressembler ce mentorat? Parce qu'il s'agit quand même de jeunes entrepreneurs qui ont pignon sur rue, qui ont des activités, et ces activités semblaient plutôt bien marcher. Et auparavant, il n'y avait pas véritablement d'aide du gouvernement. Mais je préfère peut-être qu'on peut demander à Nabou. Nabou? On oublie de remettre le micro chaque fois. Si je comprends bien ta question, Amine, en rebondissant sur ce que Célie a dit, c'est important pour nous de faire la courroie de relais parce que je vois ce que le fonds, en Côte d'Ivoire, il y a le fonds CIPME, l'agence Côte d'Ivoire PME qui a mis en place un fonds Covid avec des conditions d'octroi particulières, il y a quand même des documents à fournir et comme on le sait, toutes les entreprises qui viennent les startups ne sont pas forcément encore bien formalisées, leurs procédures d'enregistrement fiscal ne sont pas faites. On demande que l'année fiscale 2018 et 2019 soient bien certifiées. Donc, ce n'est pas évident pour eux de pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Donc, nous, ce qu'on peut leur apporter en termes de mentorat, si je comprends bien ce que Célie veut dire, c'est les diriger, leur dire où aller, peut-être les aider à remplir les documents, les aider à remplir les conditions d'éligibilité afin de pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Il y a aussi un fonds pour l'informel. Je sais que pour ce fonds pour l'informel, il y a pas mal notamment pour les femmes, il y a pas mal d'amis qui dirigent des associations de femmes qui essayent de faire le relais entre elles et le gouvernement parce que ces personnes ont pu… Il y a un moment où personne ne sortait, en tout cas à Abidjan, les gens ne sortaient plus, donc il y avait des vraies pertes de revenus. Mais en même temps, est-ce que ces mesures suffisent? Est-ce que ces mesures… Je pense que ces mesures ont été prises pas forcément de façon unilatérale, parce qu'il y a des questionnaires qui nous ont été envoyés, on a balancé aux entrepreneurs afin qu'ils puissent répondre. Mais je pense que même si on est des mentors, on doit quand même pouvoir avoir accès aux personnes qui ont développé ces produits-là ou ces fonds-là, de façon à ce qu'ils puissent aussi écouter les cas, entre guillemets, particuliers qui peuvent se présenter, surtout dans le type d'environnement dans lequel on se situe. Donc, nous, on essaie de faire le relais en termes d'information, mais c'est vrai qu'en Impact Hub, on n'a pas vraiment pris cette décision de se positionner entre c'est plutôt les associations que nous représentons. Nous sommes au sein de l'association des incubateurs de Côte d'Ivoire et c'est plutôt les associations qui font ce genre de travail. Alors, j'ai une question d'une de nos internautes, Fatima Lamana, qui dit il y a une plateforme donc, qui a été formée par les jeunes, ça c'est au niveau du Tchad. Cette plateforme qui a été formée a essayé d'engager des discussions avec les personnes qui gèrent le fonds, avec plus ou moins pas vraiment des résultats, je dirais. Et leur première critique vis-à-vis de la gestion de ces fonds, c'est que les critères qui ont été formulés pour l'accès à ce fonds ne correspondent pas du tout à ce que font les jeunes aujourd'hui. Je demanderai à Abdesalam de donner ses commentaires. Donc, Fatima Labana a raison. Donc, nous, en tant que UNAGLAPS, on fait partie de cette organisation de jeunes qui avait donc voulu apporter vraiment sa contribution donc, dans la gestion ou bien dans l'octroi de ce fonds. Mais les critiques sont là. Donc, là, jusqu'à là, l'implication n'est pas effective. Mais nous, notre position est claire. Donc, je pense qu'il faut que l'implication soit totale. Il faut qu'on soit impliqué dans les processus même de sélection des personnes qui vont bénéficier de ces fonds. C'est très important. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, en fait, les entrepreneurs, nous, on les connaît, on les côtoie et on connaît mieux leurs problèmes. Donc, le fait d'impliquer ces consortiums des incubateurs ou d'écosystèmes permettra en fait, d'identifier la bonne personne. Parce que ce qu'il faut craindre, en fait, c'est que les deux impôts sur lesquels nous, on peut intervenir, c'est aussi le suivi de ces entrepreneurs-là. On peut sélectionner un entrepreneur, on peut lui donner de l'argent, mais malheureusement, l'argent ne va pas à la destination. Donc, ça finit, ça part dans d'autres objectifs. Et ce qui n'est pas important en tant que, sur les plans, en tout cas, économiques. On parle de combien, en fait? Disons par entrepreneur, on parle de combien? Quelle est la somme minimale?
qui est, disons, prenons les deux cas des deux pays dont nous parlons, et peut-être éventuellement le cas du Cameroun. Nabou, en Côte d'Ivoire, quelle est la base, quel est le fonds minimal que le gouvernement met à disposition? Alors, en Côte d'Ivoire, le minimal, c'est 500 000 francs qu'on remet aux entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires de moins de 30 millions, on leur remet, ils peuvent avoir 500 000 francs. Ceux qui ont entre 30 millions et un peu plus en dessous ils ont accès à un prêt à taux zéro. Donc, c'est quand même un prêt. Donc, mais sinon, le minimal… Un prêt à taux zéro auprès de qui? Auprès d'une banque? Auprès du CIPME. Il faut qu'ils souscrivent au fonds Covid de CIPME Côte d'Ivoire, l'agence de Côte d'Ivoire PME. Et à ce moment-là, on examine le dossier, on voit s'ils sont éligibles en fonction des chiffres d'affaires qu'ils ont eus, en fonction de leur bilan, en fonction… Et il faut qu'ils prouvent que la continuité de leur activité, il y a une disruption qui a été causée par le Covid. Il faut qu'ils puissent prouver ça. Donc, ce n'est pas toujours évident quand même, tous ces critères-là. Oui, je sais, ce n'est pas toujours évident, mais le prêt, et là, je vais demander à Dessalam et puis à Célie aussi de commenter en ce qui concerne le Cameroun ou les autres pays, par exemple de l'UEMOA ou de la CEMAC. Le prêt, il est à taux zéro, bien sûr, mais quelle est l'autre condition en termes de collatéral, par exemple? Est-ce qu'on demande une garantie? Non, en tout cas, ils n'ont pas mentionné des garanties dans le processus, mais il faut juste montrer qu'on est une entreprise qui tourne, pouvoir montrer ses business plans, En fait, c'est un peu comme quand on va à la banque, hein. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de garantie qui a été… Il faut garantir qu'on a un business qui tourne et qu'on a un business plan qui… Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui n'a pas d'activité qui tourne. Il faut que l'entreprise existe au moins depuis 2 ans. Donc, que cette année soit la 3e année d'opération de l'entreprise. Et il faut avoir des business plans prévisionnels. Donc, tout le monde, quelqu'un qui vient et qui n'a pas un business plan prévisionnel qui soit convaincant, ne peut pas avoir accès. Par exemple, à Douala, je suis conducteur moto-taxi, qu'on appelle communément Clando au Tchad et au Cameroun. Monsieur Célie, est-ce que je peux accéder à ce prêt? Bien, j'avoue que pour le cas du Cameroun, je ne saurais me prononcer parce que je ne pense pas avoir vu de dispositif particulier qui a été pris dans le cadre du Covid, du moins un peu à l'instar de ce qu'on constate notamment au niveau du Tchad et de la Côte d'Ivoire que Nabou relève. Je voudrais revenir sur le cas particulier du Tchad et rebondir sur le terme qu'a utilisé Nabou tout à l'heure, à savoir que c'est un peu comme à la banque. Mais effectivement, quand on regarde la loi qui porte création donc, de ce fonds-là, la banque est un partenaire, je dirais, de premier plan, le partenaire de premier plan de l'État dans la mise en place donc, de ce prêt-là. C'est vrai qu'il est peut-être important d'impliquer des startups, d'impliquer des incubateurs qui connaissent un peu l'écosystème dans lequel ils évoluent, mais je crois que là, on est face à un dispositif qui permet aux banques d'apprécier selon les critères qui sont les leurs, la possibilité donc de financer des entreprises. Je crois qu'il y a une innovation qui a été prise notamment au niveau du Tchad, parce que jusqu'à présent, on l'avait vu un peu avec certains fonds, où il était plus question donc de remettre des chèques par des organismes publics sans que peut-être les études ne soient véritablement poussées. Là, dans le cas d'espèces, la loi doit être complétée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un certain nombre de décrets d'application. Peut-être que c'est ce qui retarde encore un peu la mise en œuvre donc, de ce fonds-là au niveau du Tchad. Mais là où je suis assez confortable avec cette idée-là, c'est que justement, ça permettra de manière assez transparente, parce que ça engage les banques. L'État ne vient qu'en garantie. Supportera, au moins, l'État ne supportera que… Oui, allez-y. Et donc, je disais que l'État apportera donc en collatéral 70% du montant qui est demandé par les entreprises. Et l'État bonifiera également donc ces prêts-là. Donc, quelque part, à partir du moment où on a l'implication des banques, vous êtes d'accord avec moi qu'au niveau des banques, on sait apprécier le risque. Il y aura moins de risques aussi à devoir donner de l'argent à un entrepreneur qui va s'évader dans la nature ou qui n'arrivera pas à accomplir son projet. Parce que le vrai souci,
C'est vrai. Moi, je parlais tout à l'heure de mentorat parce que tous les entrepreneurs n'ont peut-être pas les compétences et les aptitudes nécessaires pour pouvoir monter des projets. C'est vrai qu'il y en a aussi qui déjà, à l'instar peut-être de notre ami Fatimé Lamana, qui ont des structures qui existent et qui sont à l'aise, je dirais, avec le montage et l'ingénierie financière. Mais il y en a également beaucoup qui ont besoin peut-être d'être accompagnés. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de mentorat. Parce qu'après, il ne faut pas aussi perdre de vue que lorsque un prêt est souscrit auprès d'une banque… Attendez, Célie. Quand on regarde l'écosystème des micro, petites et moyennes entreprises, je disais tout à l'heure qu'on en a 94 millions à peu près sur le continent, avec la majorité au Nigeria, au Kenya, en Égypte. En gros, les pays de l'UEMOA, tous réunis, représentent à peu près 5% en fait de l'ensemble de l'écosystème des MPME, micro, petites et moyennes entreprises. Maintenant, sur les micro, petites et moyennes entreprises, 96% se rangent du côté de micro, c'est-à-dire que c'est des entreprises dont la taille varie entre 1 et 10 personnes, avec un chiffre d'affaires qui est inférieur à, selon les pays, entre 15 et 20 millions de francs CFA par an. Et donc, 96%, je dis bien, du tissu économique africain est d'une manière ou d'une autre dirigé par les micro-entreprises, des entreprises individuelles ou des entreprises qui ont maximum 10 personnes avec un chiffre d'affaires qui fait un maximum de 20 millions par an, ce qui fait moins d'1 million de francs CFA par mois. Généralement, ces personnes ne savent pas lire ou elles savent à peine lire. Elles ont du mal à utiliser l'outil informatique et les activités qu'elles font, ces entrepreneurs, hein, les entrepreneurs, les hommes et les femmes, ce sont des activités du quotidien. Transport interurbain, transport urbain, par exemple les conducteurs de mototaxi ou ce qu'on appelle communément en N'Djamena les timbriers, ceux qui ont les timbres ou qui ont les vendeurs à la sauvette. Alors, comment faire puisque le Covid a d'une manière ou d'une autre freiné les activités de 96% donc du tissu entrepreneurial en Afrique. Et quand je vous entends tous parler, en fait, vous parlez des 6%, donc qui, eux, peuvent monter des business plans, peuvent aller négocier avec les banques, ont une comptabilité qui marche. Les autres n'ont même pas de comptabilité. En fait, il n'y a que 8% des entreprises africaines qui ont une comptabilité et qui fonctionnent de manière formelle. Alors, parlons des 96%, donc qui sont les micros, et 92% qui n'ont même pas de comptabilité. Si je suis, et je repose encore la question à tous les trois, si je suis conducteur de moto-taxi qui fait à peine 10 000 francs de chiffre d'affaires par jour, maximum, et là je suis vraiment très généreux, le Covid-19 a entraîné la fermeture des marchés, la réduction des mouvements, voire l'interdiction dans certains pays. Je n'ai plus de revenus. Comment et que dois-je faire pour accéder à cette aide gouvernementale et dans quelle mesure cette aide gouvernementale peut me permettre de continuer à fonctionner? Alors, je repose cette question encore à Célie et j'aimerais bien avoir le point de vue de Nabou et d'Abdesalam. Bien, merci Amine. Je crois que tu n'as pas voulu prononcer le terme informel parce que là, nous parlons vraiment donc, du secteur informel. Et j'avoue que c'est assez difficile donc de pouvoir venir en appui à un secteur qui, comme son nom l'indique bien, est informel s'il n'est pas au préalable organisé. Cela se voit un peu partout, c'est vrai. Cela se voit, je dirais, à l'échelle du continent. Mais pour moi, c'est d'abord, quand je reprends les exemples que tu as cités, je crois que l'appui de l'État, puisqu'on est dans le cadre de la maladie du Covid, il est important déjà de voir sur le plan sanitaire quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place pour déjà protéger également ceux qui exercent ce commerce informel-là, autant pour les protéger eux-mêmes que de protéger également leurs différents clients. Parce qu'après, le problème, c'est une question aussi, je dirais, un peu plus large. À partir du moment où il y a diminution des ressources au niveau de la clientèle, il est difficile que le timbrier que tu cites, que le moto-taxi
qui transporte ses clients puisse avoir de la disponibilité. C'est peut-être le lieu d'organiser, de trouver l'opportunité justement d'organiser quelques regroupements, de discuter avec les différents pratiquants donc, de ce secteur informel-là pour identifier avec eux les meilleures solutions. Parce qu'après, je dirais que les solutions sont variables et un peu au cas par cas, elles doivent être examinées au cas par cas. Il est difficile de pouvoir trouver une solution globale. Mais nous sommes dans le cadre du secteur informel et comme depuis toujours, ce secteur-là, c'est un secteur qui pose problème. Alors, merci beaucoup. Nous avons avec nous qui nous regarde, M. Gerasim Bemadiel, ancien ministre du Pétrole, entrepreneur aussi. On peut lui donner la parole. Gerasim, on peut vous donner la parole si vous voulez prendre la parole à tout moment. On va maintenant à Nabou. Je voudrais juste apporter quelque chose par rapport à ça. En Côte d'Ivoire, dans le fonds d'appui des PME, il y a un fonds d'appui, le FACI qui a été lancé, fonds d'appui au secteur informel. Vous pouvez même voir le site, c'est faci.ci. Et ce fonds est doté de 10 milliards de francs CFA. Pour le moment, ils ont donné déjà l'équivalent d'à peu près 520 millions à 2200 personnes. Et ça concerne toutes les personnes du secteur informel. Donc, ils doivent s'inscrire. Donc, c'est pour ça que je disais l'association dont je parlais, le relais des associations est important parce qu'ils ne savent pas toujours. Il faut prouver qu'ils ont une activité. C'est pour les restaurants. C'est vraiment toutes les personnes de l'informel qui ne sont pas des personnes qui sont comprises par le fonds dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'État a quand même prévu ça. Et ça, ce sont des dons. C'est sous forme de dons. Ce n'est pas un prêt, c'est de l'argent qu'on donne aux gens. Alors, j'ai des chiffres ici. Quand on parle de ce secteur informel, j'ai des chiffres ici sur une étude faite par l'Agence africaine de développement, McKinsey et le groupe Ecobank et plusieurs banques en fait, africaines qui estiment que le besoin de soutien pour garder les activités de ce secteur vont autour de, directement, chaque mois, il faut à peu près une soixantaine de milliards de dollars. C'est pour dire à quel point ce secteur est important. Et comme je le disais tout à l'heure, ce secteur qui constitue 94% du tissu économique africain, qui est formalisé simplement à 8%, est le secteur le plus menacé. Aujourd'hui, et encore une fois, le conducteur de mototaxi ne peut pas travailler et ne peut pas non plus accéder à une aide gouvernementale. Visiblement, tout le monde ici convient que c'est le cas et apparemment, tous les panélistes me disent que c'est extrêmement difficile. Et vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des spécialistes, il faut quand même nous trouver des solutions. Une petite expérience qui a été d'ailleurs expérimentée par un des incubateurs ici au Tchad, donc qui est la Maison de la Petite Entreprise. Donc la Maison de la Petite Entreprise avait initié une initiative, donc qu'il faut saluer, c'est d'identifier un peu ces femmes-là qui transforment des produits, donc ces femmes transformatrices-là, qui sont aussi vraiment dans l'informel, qui sont souvent dans un chiffre d'affaires même qui est moins que celui des taxis. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont essayé d'identifier les besoins de ces femmes-là, ou des hommes aussi qui transforment. Et les études qu'ils ont menées ont montré en fait que ces femmes ou ces transformateurs ont besoin d'appui en nature, en quelque sorte. Pas forcément de l'argent, mais ils ont besoin, par exemple, d'avoir des emballages pour leurs produits et autres. Donc, la Maison de la Petite Entreprise, ce qu'il a fait, c'est-à-dire à travers, je crois, une structure sœur qu'il coordonne, qui s'appelle Hub. Donc, ils ont mis à la disposition de ces entrepreneurs-là des emballages pour pouvoir, en tout cas, continuer à produire. Parce qu'étant donné en fait, qu'ils n'ont pas de liquidité pour se payer, et ils n'ont pas aussi non plus les moyens pour importer depuis l'extérieur. Donc, ce sont des initiatives qui sont vraiment à très petite échelle, mais qui permettent quand même de décanter un certain nombre de problèmes des entrepreneurs. Et ça, la Maison de la Petite Entreprise montre en fait à sur le gouvernement que voilà, à une petite échelle, on peut faire des initiatives qui sont saluables. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que mettre en place un fonds pour accompagner les jeunes ou les secteurs informels, sans toutefois impliquer l'écosystème entrepreneurial, souvent on risque de passer à côté en fait, parce que bien que c'est informel, nous, ces entrepreneurs, on les côtoie, ils passent nous voir, on discute avec eux, on comprend les problèmes et on peut jouer un peu ces rôles de relais entre le gouvernement ou entre n'importe quelle institution financière et ces entrepreneurs-là. S'il faut formaliser juste et les aider à créer ou formaliser les entreprises, nous, on le fera. Et on a aidé beaucoup de ces
ces jeunes entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, à formaliser un peu leur… Salam, si je te comprends bien, tu me dis que c'est extrêmement difficile, mais il y a des initiatives ici et là qui essaient d'apporter des solutions. J'aime bien l'exemple, en fait, l'emballage qui a été distribué par la maison de la petite entreprise au Tchad, mais ces emballages coûtent de l'argent et c'est une espèce de soutien qui ne va pas se répéter et qui ne va pas forcément, je dirais, sur même la moyenne durée, aider ces entreprises. Supposons que c'est un don, mais tous les trois, vous avez évoqué une question extrêmement importante. Vous avez dit les entreprises du secteur informel sont importantes. Vous l'avez reconnu. Vous avez reconnu aussi qu'il y a des difficultés à les soutenir, justement parce qu'elles ne sont pas formalisées. Mais ces entreprises emploient environ 300 millions de personnes sur le continent. Alors, pourquoi est-ce qu'elles n'ont jamais été formalisées? Qu'est-ce qui les a empêchées de se formaliser? Ou pourquoi elles ne veulent même pas, dans certains cas de figure, devenir plus formelles? J'aimerais bien avoir la réponse de Célie, puis ensuite Nabou et après Abdesalam. Célie? Merci, Amine. Pourquoi les entreprises informelles n'arrivent pas à se formaliser? Je crois que la problématique, elle est beaucoup plus large. Dans le cas du Tchad, je crois que nous avons sur le marché de l'emploi à peu près 170 000 jeunes qui, chaque année, débouchent donc sur le marché de l'emploi. Et quand on regarde ce que la fonction publique, par exemple, offre comme emploi à ces jeunes-là, nous sommes, je dirais, si on prend sur les 5 dernières années, à moins de 40 000 emplois qui ont été donnés au niveau donc de la fonction publique. Et en majorité, ces emplois-là tournent autour donc des secteurs de la sécurité, de la défense, de l'éducation. Au niveau du secteur privé également, quand bien même les besoins sont énormes, il y a très, très peu de recrutements qui sont faits au niveau donc du secteur privé formel. Donc, vous comprenez que face à ces difficultés du côté donc de l'offre d'emploi, les jeunes se retrouvent, je dirais, un peu abandonnés à eux-mêmes et ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de devenir vendeurs de cigarettes derrière un timbre ou bien chauffeurs de moto-taxi. Combien d'entre eux ont réellement donc des diplômes et qui n'arrivent pas tout simplement à pouvoir donc exercer une activité qui soit convenable? Je crois que le vrai problème vient de là. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour leur garantir déjà, un emploi qui soit beaucoup plus stable, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau du secteur privé, formel, ou d'organiser le secteur informel de sorte qu'ils puissent y trouver leur compte. Ou mieux, qu'est-ce qu'on fait pour que parmi ces jeunes-là, qu'on puisse donc leur apporter l'appui pour qu'ils puissent créer leurs propres entreprises et valoriser un peu les talents dont ils disposent. Donc, je crois que la question, elle est également à voir de ce côté-là. Alors, il y a un internaute qui disait tout de suite, M. Casimir Udeman, qui disait que la non-prise en compte du secteur informel dans les aides des gouvernements, pas seulement le gouvernement tchadien ou le gouvernement ivoirien, en fait, va mettre en péril le recouvrement économique de l'Afrique. D'une certaine manière, c'est ce qu'il a dit. Il y a un autre internaute qui demande qu'est-ce que l'État doit faire pour encourager le secteur informel, à devenir formel. Et il renchérit tout de suite après en disant est-ce que éradiquer le secteur informel est la solution pour le rendre formel? On ne peut pas éradiquer le secteur informel. Le secteur informel aujourd'hui emploie 300 millions de personnes. C'est à peu près 90 millions d'entreprises, je dirais, sur les 94 millions, 85 à 90 millions d'entreprises sont dans le secteur informel, donc on ne peut pas les éradiquer du tout. Au contraire, on doit plutôt les encourager. Et la question que je pose à mes panélistes aujourd'hui, le Covid est venu, le Covid a rendu la tâche extrêmement difficile pour le secteur formel, mais extrêmement plus difficile encore pour le secteur informel. Je rappelle que le secteur informel, il y en a certainement beaucoup qui nous écoutent ou qui vont certainement nous voir, nous regarder en replay. Ce sont les chauffeurs de taxi, ce sont les chauffeurs de moto-taxi, ce sont les blanchisseuses et les blanchisseurs, c'est les vendeurs à la sauvette, c'est les petites personnes qui ont des petites boutiques au quartier ou dans les marchés, c'est les réparateurs de vélos, les réparateurs de mobylettes ou de motos,
les garagistes, il y en a beaucoup. En fait, c'est quasiment tout le monde. Malheureusement, pardon, les vendeurs de viande. Les vendeurs de viande, donc les bouchers, les bouchères, marché, les vendeuses de poissons. Et malheureusement, ces personnes semblent ne pas avoir été prises en compte dans les aides de nos États en Afrique. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? C'est la question que j'ai posée à mes internautes. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord avoir encore une fois vos avis, vos recommandations en tant qu'expert, en tant que praticien du domaine de l'entreprise. Que doit-on faire pour les aider à se formaliser? Je passe la parole à Nabou. Merci beaucoup, Amine. Je vais rebondir sur ce que M. Stéli a dit par rapport à il faut créer un environnement qui puisse intégrer l'informel. Le problème, c'est que nos économies, nos structures ont été complètement copiées des structures occidentales qui ne sont pas forcément adaptées à nos réalités. Donc maintenant, c'est à nous d'inventer nos modèles, de créer des modèles, et il est impératif maintenant de le faire quand on voit le poids de l'économie informelle qu'il y a. Moi, je vais juste prendre une petite histoire. Je voulais recevoir de l'argent de Bamako par le circuit formel. Ma correspondante est partie à la banque. On lui dit que même 50 000 francs, maintenant, il faut justifier. Je pense que la banque racontait sa vie. Donc, il y a des circuits informels qui te permettent de transférer de l'argent, des sommes importantes, sans que ça passe dans le circuit formel. C'est un manque à gagner pour l'État. Je suis désolée, monsieur le ministre, c'est une réalité qui est là. Plus on complique la tâche à l'informel, plus on complique la tâche aux gens, plus de l'argent va circuler et l'État n'aura pas. Il vaut mieux que l'État ait un peu de beaucoup plutôt que beaucoup de un peu. Et c'est ce que l'État fait aujourd'hui, c'est beaucoup de un peu. Je supervise un projet au Mali où rien que pour les charges salariales, les charges salariales nous reviennent à peu près à 30 ou 40% des salaires que nous payons pour les expatriés. Les charges sont énormes. Mais au lieu de nous étouffer, nous qui essayons d'être dans le formel, organisons aussi les autres, donnons-leur un statut, créons un statut. Je pense qu'Abdou Salam est là, c'est connu sur le I4Policy, n'est-ce pas, Abdou Salam, comment donner un statut aux startups. Je pense que c'était un hackathon qu'on a fait. Ça n'a pas été voté par tous les pays. Ça, c'est le cas des startups, mais il faut aussi un plaidoyer pour l'informel, créer un modèle avec des économistes, bien sûr, créer des modèles différents. Parce que quand on voit aujourd'hui que les DFI, les organismes de financement internationaux, commencent à s'intéresser aux entrepreneurs qui sont à la base, c'est parce qu'ils réalisent qu'ils ne comprennent pas les réalités de nos pays. Nous avons reçu à l'incubateur l'administrateur du Japon à la Banque mondiale et l'administratrice des États-Unis qui nous a demandé d'organiser une réunion avec des entrepreneurs pour comprendre les réalités des entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'était des choses qui se passaient de top-down, alors que maintenant, c'est de down-top qu'il faut remonter l'information. On est obligé aujourd'hui de sortir du copier-coller comme on l'a toujours fait. On l'a fait après les indépendances. Maintenant, on doit réellement être indépendant et créer nos modèles, des modèles qui sont adaptés à nos réalités économiques. Et je pense que, Papi, tu l'as dit, c'est une réflexion que nous devons mener. Ce sont des plaidoyers que nous devons faire. De la même façon que nous avons… désolé. Je suis désolé. Oui. Donc, c'est important qu'il y ait des plaidoyers. De la même façon que nous l'avons fait pour le Startup Policy Act, Abdesalam, au niveau de I4Policy, il faut aussi que quelqu'un se lève ou que des entités se lèvent pour créer un plaidoyer et créer un modèle qui soit adapté à l'impôt formel. Si on ne le fait pas, beaucoup d'argent va échapper à l'État et on ne va pas pouvoir les appuyer. On n'a pas de données, on a des données, des études, on dit 98%. En Côte d'Ivoire, c'est 98%, ailleurs, c'est 80%. On est toujours entre 90 et 98% dans tous les pays d'Afrique en général. Donc, on est obligé, on ne peut pas continuer à les ignorer. Alors, c'est clair, ce n'est pas qu'on ne peut pas continuer à ignorer le secteur informel. Nous vivons dans l'informel. Qui parmi nous n'a jamais pris un taxi? Et le taximan, il est dans l'informel. Qui n'est jamais allé chez un grilleur de viande à Dakar, à Abidjan ou à N'Djamena? Et le grilleur de viande, c'est un entrepreneur du secteur informel. Qui n'est jamais allé acheter du poisson dans l'un ou l'autre des marchés de nos villes? Et la vendeuse ou le vendeur du poisson sont aussi des entrepreneurs du secteur informel. Et donc, j'en profite pour répondre directement à un commentaire fait par un de nos internautes, M. Mamatouka, qui dit qu'il faut créer un autre système et qu'il faut pour cela éradiquer le système informel. Je crois, Mamatouka, que si on éradiquait le système informel, vous n'aurez plus rien à manger parce que vous ne pourrez plus acheter du poisson.
vous ne pourrez pas acheter de la tomate, vous ne pourrez même pas vous habiller parce que le tailleur chez qui vous habillez travaille dans le secteur informel. Vous ne pourrez éventuellement même pas vous déplacer parce que votre chauffeur de taxi ou même le vendeur de carburant, la plupart des vendeurs de carburant fonctionnent dans le système informel. Ce sont des entrepreneurs de l'informel. Je vais passer la parole donc à Abdesalam pour commenter sur le même point que Nabou et le ministre Sidi, et puis ensuite je vais passer à une autre question. Les commentaires que moi je m'avais donné, c'est un peu, voilà, comme il faut réinventer en tout cas les systèmes en ça, c'est très important. Et ce que font aujourd'hui les incubateurs à travers l'Afrique, c'est un peu ça. Il y a de cela 10 ans, donc avant 2010, il n'y a pas des incubateurs, il n'y a pas de tech-up comme iHub à Abidjan ou Enagral Sadjamena. C'est tous ces problèmes-là, en tout cas, c'est toutes ces difficultés-là qui ont conduit en quelque sorte à la création à la mise en place de ces initiatives. Pour moi, c'est un début en fait d'une grande transformation qu'on doit mener, surtout dans le secteur économique, parce qu'aujourd'hui, les incubateurs que nous dirigeons aujourd'hui, c'est quand même, ils essaient de réimaginer en quelque sorte l'économie du futur ou l'économie de demain. On essaye en quelque sorte de trouver des solutions à des problèmes que les entreprises classiques, entre guillemets, n'ont jamais réfléchi. Moi, je travaille avec des jeunes qui essayent de distribuer des kits solaires qui sont avant vendus comme ça à la sauvette. Donc, nous, déjà, dans nos laboratoires, on expérimente un peu l'économie du futur. Et aujourd'hui, comme vous avez dit, en fait, c'est que normalement, c'est notre système économique qui doit s'adapter un peu à ces secteurs informels. Parce que, comme vous avez dit, quand même, c'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes. C'est un secteur qui ramène aussi beaucoup d'argent. Et c'est vraiment dommage que ces secteurs ne soient pas reconnus d'une manière officielle. Le travail qu'on fait chez i4Policy, donc Naboufal mentionnait tout à l'heure, c'est que nous, on travaille avec une tranche des entrepreneurs qui sont des start-upers en général ou des innovateurs, comme on les appelle. On mène des plaidoyers en fait, auprès du gouvernement pour qu'ils facilitent en tout cas voilà, donc les taxes, encourager l'innovation et tout. Mais ce même travail peut être adapté un peu dans le secteur informel. Et ce sont des initiatives sur lesquelles, je crois, en fait, on peut bâtir. Et avec, par exemple, voilà, donc l'apport de tout un chacun, on pourrait en quelque sorte réinventer ou repenser notre économie. En parlant un peu des transferts d'argent, en fait, ce qui se passe en réalité aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer, en fait, là, entre N'Djamena et Cotonou, il y a beaucoup d'argent qui se transfère, mais pas d'une manière officielle. Pourquoi? Parce que, bon, les banques ont montré leurs limites, il faut justifier ceci, il faut justifier cela. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quelqu'un, il a juste... Voilà, donc on transfère l'argent à la seconde, tout simplement parce que le monsieur qui est à Cotonou, il veut de l'argent ici en N'Djamena, il appelle un collègue par-ci et par-là, il dit, écoute, moi j'ai besoin de 10 millions en N'Djamena, est-ce que quelqu'un voulait la même somme à Cotonou? Et tout de suite, le transfert est fait d'une manière informelle et c'est vraiment un manque à gagner. Donc je pense que les mesures drastiques souvent qu'on mène en copiant juste chez d'autres économies, chez d'autres modèles, ça ne fait que freiner et encourager encore une fois de plus le secteur informel. Alors, merci beaucoup, Abdesalam. Merci à tous les panélistes. Nous avons encore une dizaine de minutes. Je vois il y a beaucoup de questions de la part des internautes. Je voudrais remercier tous et toutes ensemble, spécialement Fatimi Lamana qui a fait une très grosse contribution et Casimir Yedeman. Je m'en vais lire la dernière contribution de Fatimi Lamana la dernière contribution de Fatimi Lamana qui dit qu'il faut absolument que les États se mettent ensemble pour trouver une espèce de statut juridique conforme au statut de l'OHADA pour aider les entreprises du secteur informel afin de le mettre selon les normes, d'alléger éventuellement leurs charges fiscales, ce qui serait une façon de les encourager à devenir plus formel. Et puis, bien entendu, il y a aussi Camille Moura Sanga qui dit qu'avec la mondialisation ou la compétitivité est rude, peut-être qu'il est possible de redéfinir un modèle économique typique et propre à nos États et ça permettra probablement de résoudre les problèmes structurels auxquels nous faisons face. Revenons donc à notre sujet qui est l'impact du Covid sur l'économie africaine, spécialement l'économie informelle et l'emploi des jeunes. Nous avons vu que le Covid a frappé durement nos économies
Nous avons vu aussi que malheureusement, la plupart de nos entreprises qui sont donc informelles n'ont pas été véritablement prises en compte dans les aides et les soutiens que les différents États ont mis en place en ce moment. Et tous les panélistes ont reconnu qu'il est utile, qu'il est impératif pour le gouvernement de trouver une solution parce que ne pas soutenir le secteur informel, c'est mettre en péril 300 millions d'emplois au minimum. 300 millions d'emplois dont énormément de familles dépendent, sachant que dans chaque famille africaine, il y a un minimum de 5 personnes. Il vous suffit de multiplier ce nombre pour avoir le nombre de personnes. C'est quasiment toute l'Afrique qui est mise en péril si le soutien au secteur informel n'est pas adéquat. Je répare donc chez Célie. Il y a un des internautes qui a fait une suggestion. Donc, qui fait une suggestion et j'aimerais avoir votre commentaire sur cette suggestion. Cet internaute qui dit qu'il faut éradiquer le secteur informel, c'est Mahamat Touka. Vous, en tant qu'ancien ministre des Finances, que diriez-vous à notre ami Mahamat Touka qui suggère simplement et purement de supprimer le secteur informel? Ben, tu y as répondu toi-même un peu tout à l'heure. Moi, je n'irai pas très loin. J'aimerais tout simplement demander à M. Mahamat Touka, lui-même, est-ce qu'il n'encourage pas l'informel si lui-même ne recrute pas, je dirais, un gardien, une femme de ménage, un chauffeur, qu'il paye lui-même sans qu'il n'y ait de contrat qui a été signé, sans qu'il ne paye donc des droits à la CNPS ou qu'il ne paye un certain nombre donc de taxes qui soient liées au salaire qu'il paye donc à son employé de maison. Je pense que tout ministre des Finances que j'étais, j'y ai certainement contribué moi aussi. Tout comme aujourd'hui, beaucoup de ministres des Finances en Afrique contribuent d'une certaine façon aussi à l'informel. Parce qu'à côté d'eux, il y a toujours des personnes qu'ils emploient, mais qui ne sont pas des salariés au sens propre du terme, avec des contrats et avec des taxes qui sont payées aussi bien à l'État ou pour la CNPS. Donc, éradiquer l'informel, je pense que c'est pratiquement impossible. Il faut qu'on soit réaliste. Mais par contre, c'est de voir dans quelle mesure formaliser l'informel. Maintenant, c'est de voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Et ces mesures-là ne peuvent être prises qu'avec les différentes corporations qui regroupent justement ceux qui exercent dans l'informel. Je l'ai dit tout à l'heure, que les vendeuses de poissons se regroupent et voient dans quelle mesure mettre en place un cadre où l'État pourrait leur reconnaître. Mais pourquoi les vendeuses de poissons, qu'est-ce qui va les encourager? Pourquoi est-ce qu'elles doivent se regrouper? Si je suis vendeur de poissons et que ça marche bien pour moi, pourquoi je dois aller faire une association avec une autre vendeuse de poissons? Ben, parce que tout simplement, il y a des intérêts à défendre. Parce que quand bien même elles sont aujourd'hui dans l'informel, je pense qu'elles sont quand même soumises à des taxes qu'elles payent, ne serait-ce que des taxes de place, une sorte d'impôt forfaitaire auxquels elles sont soumises, ne serait-ce que la défense de leurs intérêts en cette période notamment de Covid, où les activités sont ralenties. Il est important que ce soit la vendeuse de poissons, que ce soit le boucher, que ce soit le vendeur de cigarettes, tous ceux-là sont ceux qui se mettent en syndicat, par exemple, pour défendre leurs intérêts. Le terme syndicat est peut-être un peu trop fort, mais pourquoi pas? Au moins des corporations qui permettent donc d'identifier des problèmes communs à toutes ces structures-là et de voir comment l'État a en face de lui un interlocuteur également. Sinon, comment identifier dans le secteur informel quelqu'un qui soit un interlocuteur crédible pour l'État? C'est difficile également. Donc, Célie suggère et recommande aux entreprises du secteur informel de s'organiser, de se mettre ensemble. Je pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne recommandation, spécialement venant d'un haut fonctionnaire, donc qui sait de quoi il parle. J'aimerais avoir l'avis de ceux qui sont de l'autre côté, qui étaient probablement dans l'informel avant de devenir formel, et spécialement Abdesalam et Sina, dans l'informel et qui aident. Qu'est-ce que vous pensez? Ça serait votre dernière contribution parce que nous tendons vers la fin. Moi, je m'en vais dire, en fait, c'est qu'il faut absolument réinventer, il faut réinventer même la formalisation de ces entreprises. Je ne sais pas. Quand je dis réinventer, c'est-à-dire, voilà, remettre en cause tous ces processus de formalisation existants aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, celle qui vend les poissons, l'exemple de la vendeuse des poissons, je pense que c'est très important.
elle n'a pas un intérêt particulier à aller à l'Agence nationale des investissements pour se déclarer comme étant une entreprise. Mais si on simplifiait juste, aussi il y a une équipe des marchés, rien que du marché, dans lesquels elle exerce, vient juste essayer d'identifier. Je ne sais pas, aujourd'hui, avec les moyens digitaux, on peut réinventer en tout cas des choses et revoir un peu ces processus de déclaration et tout ça. Je pense que ça sera une bonne chose. Sinon, si on garde toujours notre méthode classique de formaliser les entreprises, je pense qu'on va encore rester beaucoup d'années sans toutefois formaliser les 94% des entreprises qui sont dans l'informel. Amine, je voudrais, si tu me le permets, juste rajouter un petit commentaire. Peut-être que tu peux faire un commentaire, parce que par rapport à ce que tu as dit, il y a un internaute qui a immédiatement réagi, Oui. Bakar Adam Nassour, qui a dit se formaliser, et puis avec le harcèlement du fisc envers les petites entreprises, c'est une raison suffisante pour demeurer dans l'informel. Si tu peux commenter ça avant de faire un dernier commentaire, et puis on passe à Nabou. Et après, je vais conclure et annoncer le thème de la semaine prochaine. Voilà. Non, ce que je voulais dire, pour rester donc dans cet exemple donc, de la vendeuse de poissons, mais également de tous ceux qui exercent une activité, je dirais, dans l'alimentaire, je pense qu'en cette période de Covid, c'est encore beaucoup plus crucial qu'il soit organisé et que l'État puisse justement s'assurer que ne serait-ce que sur le plan donc, sanitaire, que ce qui est commercialisé respecte un certain nombre de normes. Sinon, la propagation de la maladie sera encore beaucoup plus grande. Bon, maintenant, il y a une autre préoccupation, celle que tu viens de citer de l'internaute, notamment celui de la pression fiscale, ou même pas de la pression fiscale, mais je dirais, des tracasseries que leur imposerait un certain nombre d'agents du fisc. Et c'est là où je rejoins Abdel-Salam. Il faut mettre en place de nouveaux mécanismes pour pouvoir identifier justement les contribuables, de pouvoir identifier les opérateurs économiques, même ceux qui sont dans l'informel, et d'avoir donc, je dirais, des tarifs qui soient forfaitaires et connus de tout le monde et appliqués, payés à la règle, payés par tout le monde, en sachant quels sont leurs droits, mais quelles sont également leurs obligations. En fait, il faut aussi dire que les tracasseries s'exercent pour la plupart du temps dans des milieux où cela favorise aussi bien le commerçant que les agents du fisc. Donc, si les règles sont bien établies, si elles sont claires pour tout le monde, j'espère en tout cas que cela permettrait de contribuer à éviter d'en arriver aux situations qu'il décrit. Alors, merci beaucoup, Célie. Nous avons Hicham Ibn Omar qui nous regarde. Hicham, je te demanderai de rester jusqu'à la fin, parce que nous allons faire un commentaire qui intéresse les banques, vu que tu es banquier, et éventuellement, tu pourrais aider à mettre ça en œuvre. On va passer à Nabou. Alors, je vais rebondir sur ce que Abdel-Salam et Célie ont dit. C'est extrêmement important d'éradiquer d'abord, d'éduquer d'abord l'informel. Le problème, c'est que l'informel ne comprend pas l'importance de payer des taxes. Même si on crée un modèle pour eux, il faut qu'on leur explique que ce modèle est important parce que c'est ce qui va permettre le développement du pays. Il y a aussi tout ça qui décourage les gens. Quand on paye des taxes et qu'on ne voit pas le développement suivre, on ne voit pas les infrastructures d'éducation et d'éducation et d'enseignement et de santé se développer, on reste réticent. Les gens ont ça dans la tête qu'on est dans des États où il y a quand même pas mal de corruption. Et ça aussi, ça freine. Donc, il y a quand même un travail de communication globale, de sensibilisation, d'éducation des personnes qui doit accompagner la transformation et le plaidoyer que seuls, en effet, comme le dit Célie, seules des structures organisées en groupement peuvent mener ce plaidoyer qui peut être pertinent et proposer des modèles. Malheureusement, il faut aussi que des gens comme nous s'impliquent. Abdel-Salam, des gens comme nous s'impliquons, c'est bien de penser aux startups. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont dans l'informel? Parce que ces startups-là ont été dans l'informel avant de devenir des startups, avant de se formaliser parce qu'on les a accompagnés. Donc, il y a un travail en amont, il y a un travail de sensibilisation, il y a un travail de revoir tout ce qui est structure copier-coller qu'on a fait des Occidentaux, alors qu'on n'a pas les mêmes modèles économiques, on doit créer nos propres modèles. Et il y a le travail de groupement, les organiser. Tu posais la question, Amine, à Célie, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elles soient en groupement? Quand elles sont en groupement, elles ont plus d'opportunités de voir leur organisation avoir gain de cause, surtout dans des cas comme le Covid. Ils vont dire, oui, l'État ne fait rien pour nous, mais l'État ne sait même pas qui vous êtes.
vous n'êtes pas organisé au sein d'une structure où l'État peut vous reconnaître et venir vous apporter du soutien. Il y a aussi ça qui est là, c'est un couteau à double tranchant. On ne peut pas aussi taper sur l'État en permanence. Donc nous, en tant qu'acteurs de l'écosystème, on doit aussi avoir notre petite part et essayer de voir comment est-ce qu'on peut mener cette réflexion et qu'on peut accompagner les informels, les acteurs de l'informel dans leur développement et dans leur formalisation, dans un modèle à réfléchir, bien sûr, avec des experts comme Célie et d'autres experts économistes et fiscalistes. Alors, merci beaucoup, Nabou. Merci à tout le monde. J'aimerais annoncer les thèmes des 3 prochaines semaines. La semaine prochaine, nous allons recevoir les spécialistes de l'aérien et ça sera sur le thème qui est, je pense, cher à tout le monde. Pourquoi les billets d'avion coûtent si cher en Afrique? Pourquoi voyager N'Djamena à Abidjan est 3 voire 4 fois plus cher que Paris-New York ou Tokyo-Londres? Et donc, nous allons avoir le plaisir d'avoir sur le plateau la semaine prochaine des spécialistes de l'aérien, des directeurs de compagnies aériennes, éventuellement aussi, qui pourront répondre à vos questions. Le thème suivant, ça sera autour de l'immobilier. J'aimerais construire une maison ou en acheter une, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Tchad ou au Cameroun, mais ça paraît complètement impossible aujourd'hui. C'est tellement cher. Nous allons, et je vais l'annoncer ici, nous allons lancer une invitation au directeur général de la Banque nationale de l'habitat au Tchad, celui de la Banque nationale de l'habitat en Côte d'Ivoire, et nous allons vous mettre en contact avec eux pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut apporter des solutions à ça. Et puis ensuite, l'autre thème, ça sera aussi sur l'électricité. Pourquoi l'électricité coûte si cher? J'ai réussi à sécuriser un rendez-vous avec le directeur général d'une très grosse entreprise qui travaille dans le domaine de l'énergie en Afrique. Et j'espère avoir aussi 1 ou 2 intervenants de sa Société nationale d'électricité. Et donc, si j'ai bien compris, mesdames et messieurs, ce que nos intervenants ont recommandé, il y a 4 recommandations essentiellement ici. Première recommandation, il va falloir accentuer la formation vis-à-vis du secteur informel. Donc, les former, les entraîner. Ces formations, ces entraînements leur permettront de tendre vers plus de formalisation, de devenir beaucoup plus administratif. Comme ça, ces entreprises pourront avoir une bien meilleure comptabilité. Une fois qu'elles auront été formées, il va falloir aussi faciliter leur accès au financement. Et pour ça, il faut trouver de nouvelles façons en fait, de financer le secteur informel. On sait très bien que les banques sont réticentes, mais si les entreprises sont plutôt bien formées, on commence par avoir une comptabilité qui soit acceptable. Bien entendu, les banques pourront éventuellement leur ouvrir l'accès au financement. Mais pour ça, il faut aussi que les États créent des fonds de garantie. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la solution. Et le troisième aspect, le secteur informel a aussi le droit d'accéder au marché public. Et donc, il va falloir peut-être réformer, restructurer les marchés publics dans nos pays afin que les entreprises du secteur informel puissent accéder aux marchés publics sans corrompre, bien entendu, sans choco, comme on dit dans certains de nos pays, donc qu'elles puissent accéder de manière tout à fait transparente. Et pour encourager les entreprises du secteur informel à devenir plus formelles, il va falloir leur donner des récompenses et ces récompenses peuvent